Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast qu'on a décidé d'appeler Lock and Pop. Donc Lock pour lockdown, confinement et Pop pour la pop culture. Donc c'est un podcast consacré au cinéma et à la pop culture en général vu que c'est un peu notre credo. Moi je m'appelle Raphaël, je suis opérateur de projection. Je te laisse te présenter. Moi c'est Nico, ancien réal de documentaires animaliers. J'ai bossé un peu dans la télé aussi et je suis grave chaud de vous présenter des films que j'espère vous ne connaissez pas. Ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, c'est de prendre en fait 3 œuvres. Ça va surtout être du cinéma, mais ça peut aussi être autre chose, surtout du cinéma de genre. Et pour cette première édition, ce qu'on a décidé, c'est de prendre tout d'abord un film plus ou moins raccord avec l'actualité du cinéma, qui est sorti donc, on va dire cette année. Une deuxième œuvre qui sera un autre film, mais cette fois un peu plus âgé, on va dire. Ça peut être un film de patrimoine qui est sorti au cours des 10 dernières années. Et une troisième œuvre, ça va être un truc personnel. En fait, ça va être un choix de notre part. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un bouquin, ça peut être un troisième film évidemment. Parce qu'on est aussi, on lit pas mal et on joue à pas mal de jeux vidéo. Donc voilà, pour cette première édition, on part sur un film raccord avec l'actualité cinéma, un deuxième film un peu plus ancien et champ libre sur la troisième œuvre. Je vais commencer par mon premier film qui est sorti cette année. Et je vais vous parler d'un film dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle The Invisible Man. The Invisible Man, c'est sorti cette année, donc le 28 février 2020 aux États-Unis. C'est réalisé par Lee Whannell, qui est je sais pas, un jeune réalisateur entre guillemets, enfin qui n'a pas fait énormément de films, c'est uniquement son troisième film. Il a commencé en fait en tant que scénariste et en tant qu'acteur. On l'a vu notamment dans le premier film Saw, dans lequel il tient un des deux rôles principaux, qu'il a coécrit, je crois, avec James Wan. Ouais, tout à fait, il a Euh, fait le court-métrage aussi de base. et il Le était aussi sur le court-métrage qui... court-métrage? Ouais, tout à fait, c'était le scénariste du court-métrage avec notre bien-aimé, je me rappelle plus son nom. Et un an après, ils ont fait le film. Ok, Toujours en créditant un scénariste, ouais. trop cool. Donc du coup, oui, il s'est surtout fait connaître pour ce petit rôle-là, et ensuite il a continué dans le film d'horreur. Je pense qu'il a eu d'autres collaborations avec James Wan. Il a réalisé son premier film qui est Insidious 3, qui est une production Blumhouse. Il a réalisé un deuxième film qui est sorti il y a 1 ou 2 ans qui s'appelle Upgrade, que je n'ai pas encore vu, qui est un film d'action qui a l'air un petit peu B et tout, qui a pas l'air extraordinaire, mais j'ai quand même Ouais, presque Z, hein. presque Z, ouais, à ce point-là. Oui, j'ai vu quelques images avec des mouvements de caméra assez improbables. Mais, euh, mais enfin, je vais quand même le voir parce que du coup, je vais vous parler d'Invisible Man qui, pour le coup, à mon sens, une vraie réussite. Ça fait vraiment très plaisir de voir des films comme ça, des films de genre comme ça, et des films d'horreur, même si c'est un peu entre le film d'horreur et le thriller. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce film, pas son scénar, mais sa conception. The Invisible Man, c'est donc une adaptation très libre du roman de H.G. Wells. Je pense d'ailleurs même pas, si j'en crois IMDb, que H.G. Wells est crédité au générique. C'est pour vous dire la liberté qu'ils ont pris par rapport au bouquin, qui a déjà été en fait adapté par James Whale en 1933. Voilà, l'homme invisible, ça fait partie de ces créatures qu'on appelle les Universal Monsters, Dracula, le loup-garou, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, enfin bref, tout ce genre de monstres, quoi. Et, euh, et Invisible Man, donc le film dont on est en train de parler, c'est un film un petit peu spécial parce que il s'agit en fait des restes, entre guillemets, du Dark Universe de Universal. C'est-à-dire ouais, rien que prononcer le truc, ça, Ah ça fait, ça merde, fait les déjà marrer, pauvres. quoi. Qui est une tentative en fait de la part d'Universal Studios, qui détient en fait les droits sur tous ces monstres. Une tentative de la part de Universal Studios de lancer un Cinematic Universe, un petit peu à la Marvel, avec justement les monstres d'Universal. Pour vous dire à quel point le foutage de gueule est poussé assez loin, c'est-à-dire que bon, l'univers s'appelle Dark Universe, mais il y a eu plusieurs noms à l'étude, dont un Monsters Cinematic Universe qui donne l'anagramme MCU.
Voilà. Oh non, ils ont Ah osé. non, je te Oh les jure, je te jure. salopards. Bah, ils ont osé, oui et non, tu vois, parce que finalement, ils ont opté pour Dark Universe, tu vois. Donc, la première véritable tentative récente, en tout cas, de lancer cet univers étendu, ça a été entamé en 2014 par un film qui s'appelle Dracula Untold, qui a été en fait un échec commercial qui a tué dans l'œuf toute tentative de lancer ce Cinematic Universe. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas refroidi en fait les ardeurs de Universal qui a remis en fait le couvert en 2017 avec un film intitulé La Momie, Mon Dieu, Tom Cruise, grâce à toi. grâce à Tom Cruise et grâce notamment à un monsieur formidable d'Hollywood qui s'appelle Alex Kurtzman. Ouais. Alex Kurtzman, en fait, qui est scénariste, qui a bossé sur Transformers 2, je crois, sur les deux Amazing Spider-Man de Sony. Enfin bref, un type dont le talent n'est plus approuvé, hein, C'est un magnifique filmo comme- l'indique. c'est ça, c'est ça. Et en fait, donc le film La Momie d'Alex Kurtzman posait vraiment les bases d'un univers étendu. Il était plus ou moins question que Luke Evans, qui avait incarné Dracula dans Dracula Untold, fasse un caméo dedans. Mais l'idée a tout de suite été écartée. Luke Evans a quand même confié lors des interviews qu'il avait signé un contrat de plusieurs, enfin pour apparaître dans plusieurs films, à l'époque où Dracula Untold devait ouvrir sur un univers plus étendu. Mais voilà, ils ont tout de suite écarté le Dracula de Evans. De toute façon, plus personne ne s'en souvenait. Donc, voilà. Donc, on repart à zéro C'est pas faux. avec. Ah non, mais c'est incroyable. On repart à zéro avec la momie. Et là, on pose vraiment les bases d'un univers étendu. C'est-à-dire, bon, il y a le personnage de Tom Cruise, il y a le personnage de Sofia Boutella qui incarne la momie du titre. Et on a aussi Russell Crowe qui incarne Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est à la tête, je crois, d'une espèce de, The Shield. de shield, en fait, tout simplement, qui va répertorier les différents monstres. Et en même temps que la momie était en promotion, cet univers, en fait, Universal Monsters, ce Dark Universe, a commencé à être promu. En fait, il y a une véritable promotion qui a commencé. Et Universal a commencé à annoncer des noms et des projets en fait pour ces futurs films inspirés enfin dérivés en tout cas du Dark Universe. On a notamment, si vous tapez Dark Universe sur Google Images, vous avez une superbe photo de casting qui réunit de sacrés noms quoi. Mais oui, ouais, tout à fait. Elle est belle cette photo. Qui est assez belle, ouais, hein. Donc on a Tom Cruise et Sofia Boutella de La Momie. On a aussi Javier Bardem qui était censé incarner le monstre de Frankenstein. On a Russell Crowe qui donc incarne Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et c'est là qu'on va raccorder avec notre film. On a également Johnny Depp qui devait lui incarner l'homme invisible dans un film qui devait lui être consacré. Avant, j'imagine. Donc, je pense que tout ce beau monde devait avoir son propre film, et l'idée c'était à terme de faire une espèce d'Avengers avec tous les monstres d'Universal, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant avec cette photo aussi, si je peux me permettre, c'est qu'à l'époque, ça fait grand bruit. Et les backgrounds de cette photo, en fait, sont assez drôles. C'est que c'est un photoshopping, enfin un Photoshop. C'est quatre personnes très, très connues, n'étaient pas dans la même pièce. Elles ont été C'est pris séparément. Donc ça représente bien aussi, voilà, ce que aurait pu être cette merde de Dark Universe. C'est aussi des énormes égos qui n'ont pas pu trouver le temps de se mettre 10 minutes devant l'objectif de ce pauvre photographe, ce qui représente bien le bordel, à vrai dire. Et c'est d'ailleurs, tu pourrais formidable. presque te poser la question, mais là on digresse peut-être un peu, c'est que en termes de contrat, comment tu te dis, bon, clairement avec le temps on a vu que Johnny Depp n'allait pas faire un Invisible Man ou autre, et concrètement comment ça se passe quoi? Tu te dis juste, bah viens pour une photo, on sait jamais, signe le contrat avec nous, tu l'as sûrement pas encore signé, mais bah, Bah, c'est bizarre, hein, c'est Bah, vraiment même, un enfin, truc tout très à bizarre. c'est ce qu'on a vu. Bon, évidemment, on parle de Johnny Depp là et d'acteurs qui ont quand même beaucoup de cachets comme Tom Cruise et tout. Mais on l'a vu un petit peu avec Luke Evans, c'est que à Hollywood, en fait, tu peux signer un contrat. Toi, en tant que comédien, tu es obligé d'honorer ce contrat, donc de jouer dans les films pour lesquels tu as signé. En revanche, si le studio décide d'interrompre le contrat, tu n'es plus obligé de rien. C'est par exemple ce qui est arrivé à Andrew Garfield sur les Spider-Man, sur les Amazing Spider-Man. Il a signé un contrat de, je sais pas, peut-être 5 ou 6 films. Et finalement, il en a joué que dans deux.
Donc le mec, on lui a promis 5 ou 6 films, il était contractuellement obligé de les faire, sauf que bon, bah, le modeste succès de Amazing Spider-Man 2 leur a complètement coupé l'herbe sous le pied. La franchise a été Ouais, le stoppée, fait et qu'il du crache un coup, peu sur le président de Sony aussi a pas aidé, mais... ah, il y a peut-être il y a peut-être eu ça, mais je pense que c'est le succès, c'est le mauvais succès du film Non, clairement, ouais, voilà, tout à fait. qui a coupé le truc, et du coup, bon, bah, l'acteur s'est retrouvé complètement lésé, quoi. Et je pense que c'est à peu près la même chose avec les trucs de Universal Monsters. Enfin, je veux dire, Johnny Depp, Javier Bardem avaient certainement signé un truc. Maintenant, bon, les films ne se sont pas faits, et voilà. Juste pour terminer, j'ouvre encore une petite parenthèse autour du Dark Universe. Il y a quand même quelques projets donc, qui ont été annoncés, dont un remake de La fiancée de Frankenstein avec, Avec Angelina Jolie! je Je me sais pas si rappelle de c'était cette Angelina histoire. Jolie, mais en tout cas, Javier Bardem était engagé pour jouer la créature de Frankenstein. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que ce film devait être réalisé par Bill Condon, qui sortait en fait du carton planétaire du remake de La Belle et la Bête chez Disney. Donc il a été annoncé sur ce projet. Ce qui est vachement intéressant par contre, c'est que Bill Condon avait réalisé un film qui s'appelle Gods and Monsters avec Ian McKellen et qui est un biopic plus ou moins de James Whale, qui est le réalisateur donc de La fiancée de Frankenstein, de l'original de La fiancée de Frankenstein, et qui est aussi le réalisateur de The Invisible Man. Oh! Ouais, ouais. Intéressant. Ouais, donc le mec avait vraiment, enfin je pense qu'il a un amour réel pour les Universal Monsters, et notamment pour James Whale et pour Frankenstein, quoi. Mais bon, l'échec de la momie a mis encore une fois un terme à toute tentative d'univers étendu. Le Frankenstein était justement le projet qui devait arriver juste après, si je me souviens bien. Il a été retiré du calendrier, et si on cherche sur la page IMDb de Javier Bardem, je pense même pas, en tout cas de Bill Condon, je pense même pas qu'on trouve ne serait-ce que l'évocation d'un Bride of Frankenstein, même pas en pré-production, quoi. Donc je pense que le projet a définitivement été abandonné, ou pas, d'ailleurs, parce que, comme on peut le supposer, Johnny Depp n'est absolument plus envisagé pour incarner l'homme invisible. Cependant, le studio ne baisse pas pour autant les bras. Je pense qu'ils ont définitivement abandonné l'idée d'univers étendu, et c'est une bonne chose, à mon sens. En revanche, ils vont continuer à produire des films, mais des films indépendants, toujours consacrés plus ou moins aux Universal Monsters. Et le premier film, c'est The Invisible Man. Universal se tourne vers la société de production Blumhouse de Jason Blum, avec qui, donc oui, Lee Whannell a déjà collaboré pour Insidious 3 et aussi pour Upgrade. Donc voilà, Blumhouse monte à bord et apporte Lee Whannell sur le projet. Lee Whannell écrit un scénario sur The Invisible Man qui aboutit en fait au film que nous avons aujourd'hui. Il sort le 28 février 2020. Point de vue box-office, le studio s'attendait à un premier week-end entre 20 et 30 millions de dollars, ce que le film a fait. Je crois que le film a fait à peu près 25 millions de dollars, donc c'est un succès, c'est pas un carton non plus, mais je pense que c'est pour ce genre de film, c'est plutôt un bon petit succès. En tout cas, c'est dans l'attente des studios. Je pense pas qu'il soit considéré comme un échec. Mais voilà, donc le film en tout cas a eu de très très bonnes critiques, et commençait à faire un bouche à oreille assez positif et assez important. Cependant, bon, ben, voilà, l'actualité du moment a fini par le rattraper, et il est donc disponible en ce moment en streaming et en VOD. Donc voilà, en gros, pour la gestation de ce projet. Maintenant, ce que je pense du film, en fait, c'est une très 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 bonne surprise. Le film, en fait, a été plus ou moins vendu comme, je pense, comme un film d'horreur, et surtout, en fait, sur comment dire, sur ses différents niveaux de lecture. En fait, pour vous résumer le film sans trop spoiler, je vais essayer de vous faire une petite critique du film sans trop de spoilers, mais bon, il y a certains éléments que je suis obligé de révéler, mais je vais essayer de rester voilà, de pas trop vous spoiler. Je vous préviendrai si jamais je le fais. Donc, en fait, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de quitter son mari, qui était visiblement très violent avec elle. Je pense pas que c'était moi, je pense que c'était son copain. Enfin bref, elle vient de le quitter.
Euh, et il se trouve que son mari, en fait, était spécialisé dans l'optique. Je vous en dis pas plus. Et quelques semaines après l'avoir quitté, il se passe un truc. Je ne vous dis pas quoi, sinon j'entre dans le spoiler. Et cette jeune femme, incarnée par Elisabeth Moss, qui est d'ailleurs excellente dans le film, cette jeune femme va commencer à être harcelée par une espèce de présence, le fameux Invisible Man du titre. Voilà, autant mettre les pieds dans le plat. Maintenant, le film laisse assez peu de doutes sur ce qu'est cette créature. Le voile est levé assez rapidement sur l'identité de ce Invisible Man. Euh, et on passe en fait du fantastique à de la science-fiction en fait. Et c'est une des premières choses qui fait plaisir en regardant le film, c'est qu'on a des mécaniques typiques du fantastique, donc quelque chose de surnaturel dans un univers tangible. Euh, mais il y a aussi une véritable volonté de science-fiction, c'est-à-dire que le fait que l'ex-mari soit un génie de l'optique va avoir une importance en fait dans l'histoire de ce Invisible Man, quoi. Je pense que vous le constaterez par vous-même quand vous verrez le film, il y a une véritable volonté de science-fiction et ça fait plaisir, quoi. Et évidemment, l'autre gros atout de son film, c'est son scénario et l'allégorie qui va avec, donc tout le délire autour des relations toxiques et des violences faites aux femmes, qui est le véritable sujet du film, qui pourtant ne passe jamais devant le genre, quoi. Il y a vraiment, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a toujours un équilibre qui est trouvé entre le propos du film et sa volonté de faire du cinéma de genre, de faire du fantastique et de la science-fiction, ce qui est un équilibre qui mine de rien, est assez difficile à maintenir, je trouve. C'est un film qui raconte quelque chose et qui le raconte en utilisant le genre, en utilisant le fantastique, en utilisant la science-fiction, et évidemment, ben, la mise en scène et l'image, quoi. Donc voilà, je vous invite, si vous avez la curiosité, à y jeter un œil. En tout cas, c'est vraiment très rare, je trouve, d'avoir des films comme ça qui vont au bout de leur idée, qui dépassent en fait les attentes et les préjugés des spectateurs. Voilà, c'est très très rare, donc je pense que ce serait dommage de passer à côté si vous êtes fan de cinéma de genre, quoi. Et c'est marrant, en fait, je me permets de parler ce film que je n'ai toujours pas vu et que j'ai vraiment envie de voir, grâce à ce que tu me dis, à vrai dire. Et surtout aussi sur un peu le background, quoi. C'est que j'ai l'impression, vu comment t'en parles, que ça donne un peu le côté arty de Blumhouse. Le côté un peu Get Out, tu vois, dans le côté, ils ont leur côté très l'île fantastique pourrie, vas-y, on fait du horror porn, non pas jusqu'à horror porn, mais horreur facile, à du Get Out qui a des Oscars ou Invisible Man qui arrive à avoir Elisabeth Moss, quoi. Enfin, c'est rare de dire que Blumhouse a réussi à signer Elisabeth Moss, quoi. Enfin, c'est un truc assez dingue. Ah, je sais pas, enfin, Elisabeth Moss, bah, c'est une supposition de ma part, mais voilà, vu les rôles qu'elle a tenus dans la série de Jane Campion, dans Top of the Lake, et plus récemment dans Handmaid's Tale, je pense que, enfin, à la simple lecture du scénario, je pense que ça a vraiment dû lui plaire, quoi, parce qu'on a vraiment un personnage féminin qui combat en fait une figure masculine toxique et qui va prendre le pouvoir. Et il y a un autre truc en fait qui est vachement intéressant avec le film, c'est que donc on a un monstre qui est cet Invisible Man. Et la figure du monstre, c'est un petit spoil, mais va finir par se déplacer en fait, quoi, progressivement vers le personnage d'Elizabeth Moss, et c'est là que le film déjoue en fait un peu tes attentes. J'en dis pas plus, je pense que déjà j'en ai dit pas mal, mais pour revenir à Blumhouse, ouais, comme je te disais la dernière fois, hein, je pense que c'est un studio qui fonctionne, qui est obligé en fait de faire des films d'horreur un peu grand public et pas forcément hyper intéressants toujours pour se faire un nom, enfin, enfin, juste pour se faire de la thune, et qui va une fois de temps en temps euh,
voilà, financer un film un petit peu plus ambitieux. Ça vaut peut-être le coup de se taper plein de Paranormal Activity ou d'Insidious à rallonge pour une fois de temps en temps avoir un film comme ça qui est une réussite d'autant plus surprenante que elle est née vraiment des cendres d'un univers étendu qui a fait l'air ni fait ni à faire, quoi. C'est sûr. Vu comment tu le décris, c'est plus une vraie découverte d'un auteur. Je pense. Franchement, honnêtement, bon, un auteur, oui, parce il a écrit son film, quoi. Je pense il a quand même. C'est un film que, mine de rien, c'est une commande, hein, mais le mec a réussi, je pense, à transcender un peu sa commande. Et c'est là, en fait, genre, en y réfléchissant, en y réfléchissant maintenant, je pense que c'est un mec qui a appris vraiment aux côtés de James Wan enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut sur James Wan, sur ses productions et tout. Moi, j'aime beaucoup les Conjuring, par exemple. J'aime bien la manière dont il ménage ses effets, en fait, quoi. Dont il désamorce, en fait, tes attentes de spectateur face à un film d'horreur, quoi. Tu penses que la menace va arriver d'un côté, et en fait, non, elle va arriver de l'autre côté. Oui, il va décaler le moment où le jumpscare va arriver. Bon, voilà, ça va marcher sur quelques films, mais après, je pense que ça risque de s'essouffler. Si le truc est répété inlassablement, ça s'essoufflera quoi qu'il arrive, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et les mécaniques sont à peu près les mêmes dans Invisible Man. C'est un peu la somme de toutes ces observations, de tout ce qu'il a tenté, je pense, dans Upgrade, en termes d'action, et dans Insidious, et je pense de ses expériences avec James Wan, quoi. Donc, non, en tout cas, enfin voilà, Lee Wanell, c'est vraiment un nom à suivre, et si vous avez l'occasion de regarder Invisible Man, je pense pas que vous serez déçus. C'est vraiment un film populaire qui, encore une fois, a un véritable propos et, euh, et va au bout de ses idées, quitte à, et ça c'est ce qu'il y a de plus rare, je pense, en ce moment, à te déstabiliser, toi, en tant que spectateur, quoi, ce qui n'arrive, je pense, plus tellement. Donc voilà, si vous aimez la SF et le film d'horreur, il n'y a aucune raison que vous regardiez pas The Invisible Man. C'est tout pour moi pour ce film. Je pense on a fait le tour. Je vais te laisser, Nico, parler de ton premier film qui est Bad Boys for Life. Oh yeah, Bad Boys for Life. Bad Boys 3. Ouais. Bon, alors, c'est sorti, c'est sorti il y a pas longtemps. Il est Mm. sorti en salle. Euh, Très, très bon succès. Quoi qu'on se dise, ça a coûté cher. Ouais. Le budget, ça a coûté, je ne l'ai pas, mais au vu de la promo, ça a dû coûter bien cher. Je dirais un petit, allez, à vue de nez, hein, entre 70 et 90 millions de dollars, hein, je pense que et ça se voit. T'as pas le budget, c'est-à-dire que tu l'as pas trouvé ou Je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai vraiment pas trouvé. Je pense que ça pourrait se trouver. Je dis là tout connement, on est le 17 avril, on en est à 290 millions de dollars de box-office. Ah, Donc un c'est pas mal. putain de gros succès. Voilà. Ouais, et le budget, il est estimé à 90 millions de dollars, d'après ce que je Quand vois. même, hein. Ah Ouais, ouais, quand ouais, même. c'est quand même une petite somme, ouais. Oh, Bon, tu me putain de la diras, vache. il faut bien T'as payer Will Will Smith Smith, et hein. Martin Lawrence à payer, quoi. Mm. Et tous ses potes. Donc, bon, voilà. Clairement, ça se voit à l'image, oui. Il y a du budget, il y a des effets spéciaux, il y a des cascades, clairement. Bad Boys 3, je vais pas refaire. Enfin, je pense que tout le monde connaît un peu la trilogie, mais je la fais rapidement quand même. C'est un petit Bad Boys réalisé par Michael Bay, l'un des premiers films euh, du, du gros, l'avant gros succès de Will Smith au cinéma avant Independence Day, Ennemi d'État et autres. Will Smith, Martin Lawrence, Will Smith qui vient de la télé, Martin Lawrence qui vient de la télé aussi. Sous la main d'un gros Michael Bay qui fait l'explosion, s'attache et ça pète dans tous les sens. Clairement, j'étais tout le monde quand c'est sorti. J'ai absolument surkiffé le premier et le deuxième. Un peu moins le deuxième parce que bizarrement, dans le genre de film, de trilogie, c'est par exemple pour le premier et le deuxième, il y a 10 ans de séparé entre le premier et le deuxième, ce qui est beaucoup, Mm. clairement. Encore plus pour le deuxième et le troisième. Ouais, pourtant, Euh, c'est du deuxième. Enfin, quand on parle de Bad Boys, ça fait un petit peu comme Rambo. En fait, c'est surtout le deuxième film qui laisse un souvenir. Enfin,
Ah non, peut-être pas comme Rambo, parce que mais enfin, quand on évoque Bad Boys comme ça, c'est surtout au deuxième film qu'on pense, quoi. Parce que Michael Bay, il a vraiment foutu énormément de sa personnalité, quoi. Clairement, mais je trouve que le premier est beaucoup plus couillu. Mais de par ses blagues, de par la dérision des personnages, Hmm. Will Smith pour le deuxième était Will Smith, quoi. On Ouais. savait que c'était the super méga star, donc oui, il a eu un putain de succès. Et ça se ressent clairement dans le box-office. Le premier a eu un autre succès, alors que c'était pas vraiment évident à la base, quoi. C'est que c'était un Will Smith qui pesait 70 kilos et qui devait être un putain de beau gosse hyper baraqué. Ouais. Clairement, à l'image, ça se voit pas. Martin Lawrence, la grande gueule, qui restera toujours la grande gueule et enfin, l'alchimie est juste extraordinaire entre les deux. Et je Ouais. pense que c'est ça qui a l'alchimie et l'amitié entre les deux a pu péricliter la franchise. Sinon, Hmm. que dalle, quoi. Ça aurait jamais pu continuer comme ça. Ah ben, C'est pas un 48 heures, c'est pas un L'arme fatale avec des gros réals derrière, avec une vraie histoire, avec un vrai scénariste. Non, c'est une histoire à la con, mais qui est juste tenue par clairement l'alchimie entre les deux personnages. Il n'y a ok. que ça. Il n'y a que ça. Et pour revenir à Bad Boys 3, il n'y a que ça. D'accord. On revient uniquement Bah, sur cette enfin, alchimie-là. il y a enfin, je veux dire, enfin, du coup, il y a vraiment la base, quoi, pour que le film fonctionne, quoi. Parce que Exactement. Ouais. si l'alchimie ne fonctionne pas entre les deux, comme dans n'importe quel buddy movie, mais encore plus si j'en crois ce que tu dis pour Bad Boys, ben, ça s'effondre complètement. En tout cas, si on retrouve s'il y a la même dynamique entre Martin Lawrence et Will Smith, c'est déjà un bon point, quoi. Bah ouais, bah c'est les mêmes que tu retrouves, donc tu as toujours cette nostalgie. C'est un vrai film nostalgique. Ceux qui ne D'accord. connaissent pas, ceux qui ont vécu avec un Will Smith de Bright ou de Suicide Squad, est-ce qu'il va aimer le film? Ouais, je sais pas, peut-être. Il se dira juste qu'il est avec une grosse baleine à côté, il se demandera pas pourquoi. Et là, je parle de Martin Lawrence, Ouais. qui a pris absolument, il doit peser dans 150 kilos et ça se voit à l'image, quoi. Ouais, c'est un peu Euh, bizarre, hein. Ouais, ouais. Mais après, à vrai dire, pour faire des petites recherches pour parler du film, j'ai vu que le dernier film de Martin Lawrence avant Bad Boys 3, c'était Big Mama. Non. Et là, ouais. Il a fait une petite apparition dans Beach Bum avec Matthew McConaughey, mais sinon, Ah ça ouais. date de. Ouais, voilà. Donc, on en est là. Voilà, alors, je suis vraiment un vrai fan de Martin Lawrence. Je trouve que c'est un acteur top dans ce qu'il fait. On va pas lui demander de plus ou moins, ce serait plus compliqué. Mais c'est un comique de retour de joke, quoi. Tu as besoin de D'accord, ouais. lui. Alors, pour créer un dynamisme. Et il le crée clairement. C'est grâce à lui qu'il y a du dynamisme et c'est grâce à lui que une scène banale devient drôle. Mais pour revenir au film Bad Boys 3, déjà Cocorico, bien sûr que non, on n'utilise pas ce terme-là, mais vu qu'on est des Français expatriés en Belgique, on est obligé de le faire. C'est des réalisateurs belges. Oui, Et c'est vrai. clairement, c'est top. Michael Bay les a choisis, a discuté avec eux. C'est fou, ça. Euh, Will Smith a donné son accord. Donc, il fait voilà. Bon, et après ça, est-ce que c'est des bons réals? Non. C'est pas des vrais réals. C'est du Michael Bay-like. C'est des réalisateurs de clips. C'est de belles images, c'est un cadre acceptable. Dans tout le film, tu vois clairement, tu vois une séparation entre les réalisateurs deuxième équipe et ces deux gars. Vraiment, tu le vois. Je trouve qu'ils arrivent très bien. Et je pense que je suis le YouTube channel de Will Smith. Et à l'époque, il montrait le background de la création du film avec ces deux gars-là. Donc vraiment, il montrait les relations, comment ça se passait au terme de tournage. Et tu le Mais, ressens. ça a eu l'air, bah, ça a eu l'air de plutôt bien se passer, je pense, avec Will Smith, d'après ce que j'ai vu. Clairement. Et C'est génial. ça se voit, mais comme un nez sur un milieu du visage dans le film, quitte à aller trop, quoi. Mais c'est la grosse problématique de Will Smith, c'est tu le confies à un film, bah, il fait un Wild Wild West. T'as un bon réal, bah, tu fais un Gemini, quoi. Ouais. C'est ça la problématique, c'est que tu lui laisses tout décider, tu lui fais ramener toute sa famille pendant le tournage, tous ses potes, bah, t'as un Men in Black 3. Tu vois, c'est la vraie problématique du film. Et ça fait chier, parce qu'on n'a plus envie de retrouver Will Smith dans le genre de travers. Il en a fait trop dans sa carrière.
Genre, quand tu essaies de véhiculer cette image de père et tout, enfin de mec mature, qui a grandi, qu'est-ce que tu vas aller faire un autre Bad Boys où tu feras même pas tes cascades, quoi. Donc, Alors, ouais. on aurait pu jouer sur. Je pense qu'il a soit 10 ans de retard, soit 10 ans de trop tôt. C'est que j'aurais préféré Ouais. voir un Bad Boys 10 ans plus tard, quoi, en fait, clairement. Ou Martin Lawrence possiblement serait dans Fauteuil sur une roulant. machine électrique. Ouais, voilà. Et Will Smith, si vous connaissez le personnage dans Bad Boys, serait en train de faire des injections de Botox partout dans la gueule, quoi. Pour aller vraiment dans ce principe-là. Là, Ah non. ouais. Ouais, clairement, il fallait aller jusqu'au bout, quoi. Parce que clairement, on le présente comme un faux beau qui teint sa barbe blanche parce que il a peur de vieillir. Voilà. Pour revenir au film, est-ce que c'est un bon film? Ouais. J'ai pris du plaisir. Clairement, il n'est pas extraordinaire, mais je me suis marré. Clairement, je regrette que Joe Carnahan n'ait pas réalisé ce film. C'est Ouais, quelque chose d'important, mais il faut vraiment le dire, parce que Joe Carnahan a écrit les 3 quarts du film, voire plus. On n'en saura jamais. Il a linké son screenplay sur Internet. Et en effet, il y a des scènes qui ressemblent étrangement au film, notamment la séquence en moto. Et c'est bien dommage parce qu'il aurait tout de suite trouvé un bon ton, un bon rythme. Après, c'est toujours facile, c'est toujours facile de dire ah bah ouais, mais bah, on m'a jarté du film, donc j'aurais pu faire un film extraordinaire. Ouais, c'est facile. Bah, c'est un Mais peu, j'ai c'est l'impression que c'est un peu l'histoire de la vie de John Carnahan, enfin de Joe Carnahan, pardon. Enfin, c'est un chouette réalisateur, hein, mais j'ai l'impression que c'est le cinéaste des projets qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Genre Ego, trop fort, je sais pas, mais il devait aussi faire Die Hard 4, il me semble. ouais, tout à Il fait. aurait Ouais. emmené John McClane au Moyen-Orient, je crois. Enfin bref, ou en Afrique, je sais plus exactement. Enfin, ouais, c'est un mec qui a énormément d'ambition, et pourquoi ces projets n'aboutissent jamais? En tout cas, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à les mener à bien lui-même, quoi? Parce C'est que un c'est peu une grande dommage. gueule, parce que Ouais. c'est une vraie grande gueule qui ose vraiment dire les choses à Hollywood. Clairement, pour un projet comme ça, que personne n'attendait, il fallait se mettre Will Smith dans la peau, il ne l'a pas fait. Hmm. Mais comme beaucoup de fois où on lui propose, il y avait aussi L'Arme Fatale, il y avait énormément de films qu'il aurait pu réaliser. Après, il a fait L'Agence Touriste, donc tout est relatif dans sa filmo, Ouais. clairement. Mais oui, et pour un film comme ça, il faut l'aval de Will Smith, qui était prod dessus. Il faut dire oui, pas de problème, on va tourner ça quand tu veux, après ton Taco Tuesday, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Et pour le coup, belle chance pour ce groupe de réal belges qui s'installe à Hollywood petit à petit, qui ont fait un Ça, on va putain de peut-être, succès du coup, quoi. exact, bah, on va peut-être, parce que tout à l'heure on les cite, mais on n'a pas dit leur nom. Ils s'appellent Adil El Arbi et Bilal Fallah. Tout à fait. Qu'on connaît plus, enfin le nom de leur tandem, c'est tout simplement Adil et Bilal, et ils ont fait deux films en Belgique qui ont eu pas mal de succès, en tout cas qui ont fait pas mal parler d'eux, surtout en Belgique. Des films qui s'appellent Black et Patser, qui sont deux films de gangsters. Le premier étant, si j'ai bien vu, une sorte de Roméo et Juliette voilà, dans les quartiers populaires de Bruxelles, et l'autre, un film de gangster. Mais c'est vrai que c'est assez chouette de voir. Ah, ils ont fait ouais, un autre film avant qui s'appelait Image, mais moi Ah, j'ai je pas suis trop d'accord. entendu parler. Mais non, c'est sûr, ça fait plaisir de voir deux petits gars comme ça aller à Hollywood et réussir ce qui n'arrive quasiment jamais, quoi. Je veux dire, d'avoir des petits Européens comme ça qui parviennent à ne pas se faire trop bouffer, j'imagine, par le studio ou quoi, à garder plus ou moins leur intégrité. Donc non, franchement, je pense que s'il y a un truc à retenir de ce film, c'est peut-être ça au final, quoi, la réussite de ces deux petits. Je pense que ça a conseillé, quoi. Enfin, Bien d'après ce que sûr. tu m'en dis. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut le mater, il faut prendre une bière et tu vas profiter.
On va enchaîner donc avec la deuxième partie, les films sortis pas cette année, mais minimum il y a 2 ans, enfin bref, un film un peu plus vieux, et moi j'ai décidé de remonter pas mal le temps, puisque je vous emmène à la fois en 1979 et en 1941. 1979 parce que c'est l'année de sortie de ce film, et le film en question c'est 1941, réalisé par Steven Spielberg. Le film est considéré comme le premier véritable échec de la carrière de Steven Spielberg. Échec, pas forcément au sens commercial, puisque le film a été rentable dès sa première exploitation, hein. Il a eu un succès. Voilà, c'est tout. C'est très loin. Non, non, c'est loin des chiffres astronomiques de ces deux précédents films qui étaient Rencontre du troisième type et encore avant Jaws, les Dents de la Mer. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le film n'a pas été un échec commercial. Cependant, ça a été vraiment un échec critique et un tournant dans la carrière de Steven Spielberg. Donc, comme je le disais, à cette époque-là, donc on est en 1979, Steven Spielberg sort de deux énormes succès. Il est complètement galvanisé. Je pense qu'il chope un petit peu la grosse tête. Et en fait, 1941, Cocaïnomane. ouais, ouais, je pense qu'il devait tourner quelques substances assez grandioses à ce moment-là. Il s'agit en fait de la première et seule tentative de comédie en fait pure et dure de Steven Spielberg, enfin en tout cas de comédie assumée en tant que telle quoi. Euh, et le truc c'est qu'à la base le film n'était pas une comédie en fait, c'est un scénario écrit par les deux Bob que sont Bob Gale et Robert Zemeckis qui écriront plus tard les Retours vers le futur entre autres. Un scénario qui a été écrit pour John Milius qui en fait a révélé en fait les deux Bob aux yeux de l'industrie quoi. Le film n'était pas forcément une comédie à la base, il est inspiré plus ou moins de faits réels, c'est-à-dire enfin, dans les années 40, juste après l'attaque de Pearl Harbor, il y avait une véritable crainte aux États-Unis que la Seconde Guerre mondiale arrive sur le sol américain. Et le scénario est basé sur quelques anecdotes, en fait, sur quelques événements s'étant réellement produits aux États-Unis, notamment sur la côte ouest, sur la côte californienne. Voilà, un canon installé chez un particulier en vue de potentielles attaques aériennes. Il y a carrément, si j'en crois mes recherches, un sous-marin japonais qui s'est véritablement paumé dans les eaux sur les côtes américaines. Enfin bref, et des scènes de panique absolument énormes, quoi. Une fausse attaque aérienne. Enfin bref, une époque tendue comme les États-Unis savent en faire, quoi. Et donc le scénario a été repris par Steven Spielberg et a été plus ou moins transformé en comédie. Pour résumer le film, alors le truc c'est voilà, 1941, c'est un film qui est très très difficile à résumer. Le film commence alors qu'on suit un sous-marin japonais qui s'approche dangereusement des côtes américaines, un sous-marin japonais piloté par le très très grand Toshiro Mifune. C'est Et la grande classe quand la même. grande classe, et également, enfin, donc, Toshiro Mifune dans le rôle d'un général japonais, et piloté également par Christopher Lee dans le rôle d'un général nazi. Enfin, Ça lui va très bien ce d'ailleurs. qui lui va assez bien. Donc voilà, Christopher Lee, bon, évidemment, on le connaît surtout pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, et pour ceux qui connaissent un peu plus, pour son rôle de Dracula dans les années 60-70. Justement, dans les années 70, il essaie un petit peu de se détacher de cette image de Dracula qui lui colle un petit peu à la peau en acceptant des rôles un peu différents, ce qui le pousse à jouer dans 1941. Donc voilà, je cabotine un petit peu, mais parce que le film est vraiment hyper bordélique. Ce sous-marin japonais s'approche dangereusement des côtes américaines et prévoit une attaque donc sur le sol américain et décide de prendre pour cible Hollywood. Et à partir de là, on va suivre donc l'équipage de ce sous-marin euh, et un groupe de militaires et d'individus, de civils américains dans ce contexte-là. On a par exemple un jeune soldat qui a absolument envie de se taper la secrétaire en fait de son supérieur et qui va passer le film en fait à essayer de la séduire.
La difficulté étant que cette jeune femme incarnée par Nancy Allen euh, est incapable, enfin n'éprouve aucun désir sexuel en dehors d'un avion de l'armée en plein air. Voilà, on suit les tribulations de ce sympathique petit couple. On va suivre aussi une équipe de soldats, de canonniers américains menés par Dan Aykroyd. On va suivre qui encore? On va y avoir une histoire de triangle. John Bellucci, John ma gueule. Bellucci en pilote de l'air complètement taré. On va aussi avoir un espèce de triangle amoureux entre un soldat de l'équipe de Dan Aykroyd, une jeune femme et un jeune serveur dans un diner. Et tout ce petit monde va avoir sa propre storyline qui vont évidemment se croiser avec pour dénominateur commun ce sous-marin japonais qui s'approche des côtes américaines. Pour que les gens comprennent, limite, je laisserais plus un. Y a-t-il un flic pour sauver l'avion presque? Ouais, ouais, En bah, je mode, pense que il y a du fric et plus de personnages et plus exploité, mais je dirais que ce serait plus dans ce type-là pour que les gens comprennent, quoi. C'est un film à sketch, quoi. ouais, bah, c'est ça, c'est un espèce de film à sketch, mais les sketchs arrivent à s'imbriquer les uns dans les autres. Le truc, enfin, ce qui fonctionne pas, c'est qu'il y a énormément de personnages, ça c'est une chose, mais les motivations de chacun ne sont pas vraiment explicitées. Enfin, chacun est là juste pour s'éclater et faire un peu ce qu'il veut. Donc voilà, il y a un vrai déséquilibre, en tout cas, je pense, dans les différentes storylines, dans les différents personnages. Mais pour ce qui est en fait des influences, Steven Spielberg était un grand fan en fait d'un humour un petit peu burlesque, type Abbott et Costello, voilà, du burlesque, du slapstick, mais qui réussit à mélanger en même temps avec de la contre-culture, entre guillemets, des années 70, comme Mad Magazine. Il s'inspire énormément d'un film qui s'appelle It's a Mad, Mad, Mad World, également. Euh, donc on est dans une espèce ouais, de mélange de pas mal d'influences en termes de comédie. Euh, Est-ce que ça se marie bien? Je vais dire plus ou moins. Euh, voilà, pour revenir en fait c'est à ce que j'ai pensé de ce film. Donc il est considéré comme un des plus mauvais films de Steven Spielberg. C'est en effet Oh, c'est triste, c'est méchant. c'est triste, c'est méchant. Est-ce que c'est mérité? Oui et non. Enfin Est-ce que voilà. quelqu'un a vu Always? Ah, S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quelqu'un a vu Always de Spielberg, s'il vous plaît? ouais, ouais, il paraît qu'Always est pas mal non plus. Mais en tout cas, enfin voilà, je vous reviens en tout cas sur 1941, c'est un film complètement foutraque, bordélique à souhait. Sauf que c'est un film de Steven Spielberg et ça se voit à des kilomètres à la ronde. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu un film aussi bordélique, mais aussi maîtrisé. C'est-à-dire que c'est complètement hystérique, mais c'est morceau de bravoure sur morceau de bravoure sur morceau de bravoure. C'est des morceaux de bravoure qui s'imbriquent pas forcément bien entre eux, sauf qu'il y a énormément de scènes absolument dantesques, quoi. La première qui me vient à l'esprit, c'est une scène de bal, mais pareil, complètement folle, quoi. Je veux dire, il se passe énormément de choses à l'écran, c'est très difficile, enfin, ça fait énormément de bruit. Donc voilà, c'est une scène qui résume, en gros, le film, c'est soit vous êtes complètement assommé par le truc, soit vous êtes complètement pris dans cette euphorie, ce qui a été mon cas. La scène est complètement dantesque déjà, enfin, voilà, on filme une scène de bal avec du jazz et plein de figurants qui dansent comme des tarés, c'est déjà une prouesse en soi. Mais on a ce triangle amoureux, en fait, dont je vous ai parlé plus tôt, qui entame un espèce de jeu de chat et de la souris pendant ce bal, ce qui donne lieu à des plans séquences absolument fous, avec une caméra hyper mobile, et des mouvements de danse et d'interaction entre les personnages qui relèvent limite enfin, de la chorégraphie, mais ça relève limite du catch en fait, quoi. J'ai l'impression de voir deux catcheurs en train de se faire des prises alors que c'est juste,
c'est juste des scènes à la Ciel Montmarie, quoi, avec la fille qui passe d'un danseur à l'autre, et le tout en faisant des pirouettes absolument extraordinaires. Et on retrouve, je pense, l'influence du slapstick, en fait, et du burlesque vraiment dans cette scène. Euh, voilà, c'est juste l'humour de ce film, c'est juste des personnages qui passent leur temps à se courir après et à se casser la gueule. Sauf que bah, ils se cassent la gueule après des acrobaties absolument incroyables. Et le tout filmé avec une caméra qui n'a absolument plus aucune limite, quoi. On a limite l'impression de voir ce que Spielberg fera plus tard, je pense, bon, avec Indiana Jones, mais également ce qu'il fera avec la performance capture, avec Tintin et Ready Player One. Bon, évidemment, on n'a pas de caméra qui passe en dessous des bagnoles et tout. Ça reste une caméra physique, palpable. C'est pas de la caméra virtuelle, mais ça donne cette Mais impression. c'est la première vraie incursion de la caméra Luma, quoi. Ouais, exactement. C'est lui et c'est grâce à ça qu'il a réussi à faire ces plans-là. C'est lui qui tombe amoureux de cette manière de filmer qui vient des Français, qui est C'est une ça. création française, la Luma. Mm. Et quand tu parles de cette séquence-là, en effet, c'est du Spielberg tout craché. C'est la Ouais, séquence d'intro de Indiana Jones 2, quoi. C'est la passion qu'il a pour la comédie chantée. Pardon, j'ai pas le La, mot, la mais comédie musicale, ouais, ouais, comédie Mm. musicale, oui, clairement, ouais, c'est exactement ça. Jouer et embrigoler dans le côté Marx Brothers, quoi. Ouais, mais c'est foutraque, quoi. C'est le foutraque de ce film-là. C'est des super idées, vraiment une manière de filmer hyper ingénieuse pour son temps, Mm. mais pour un propos qui s'y prête plus, quoi, qui s'y prête pas de base. Ouais, et Et puis c'est une étonnant. Ce une film est forme, étonnant. une forme d'humour un peu désuète, hein, même si bon, le slapstick, le burlesque, je pense que c'est une forme d'humour qui marchera plus ou moins toujours, mais si elle n'est pas remise un petit peu au goût du jour, c'est pas, je pense que c'est pas tellement la peine. Et voilà, je pense que c'est un film qui n'a pas été compris à l'époque pour, pour ça, quoi, hein, parce que ouais, c'est quelque chose d'assez désuet. Et même encore aujourd'hui, l'humour à base de chutes, etc., bon, ça fait plus rire énormément de monde. Le truc, c'est que bah, tu combines ça avec des idées de mise en scène absolument folles, quoi. Et je veux dire, Ouais, il y avec a. un génie, quoi. Un C'est vrai ça, génie. c'est ça, c'est vraiment l'œuvre d'un génie, mais pour le coup, un génie vraiment mégalo, qui fait péter absolument tous ses décors, qui compose avec des comédiens, mais complètement arrachés, quoi. Je veux dire, mais ça se voit à l'écran. Pourtant, les personnages n'ont pas forcément de raison plus que ça d'être tarés. Sauf que je pense qu'il y a vraiment, enfin, là, et on parle de John Bellucci, mais on peut parler aussi de Dan Aykroyd. Dan Aykroyd qui a pourtant un rôle assez premier degré, tu vois, qui fait des inspirational speech, tu vois, des speeches d'encouragement de manière très, très solennelle, et qui dans la scène d'après va se foutre des oranges devant les yeux et imiter la mouche, tu vois. Enfin, c'est complètement fou, mais à quel moment le personnage passe du speech d'encouragement à je me prends pour un insecte, tu vois. Enfin, c'est que des scènes complètement ubuesques et hallucinées. Enfin, t'as un passage, t'as un tank qui traverse une usine de peinture et qui est complètement, qui du coup est complètement bariolé après. T'as le sous-marin japonais qui décroche une grande roue en fait de son mécanisme, et t'as vraiment une grande roue qui roule avec des gens dedans. Juste pour les petites anecdotes, tout le casting, enfin une grosse partie du casting provient donc du Saturday Night Live. Donc on a parlé de Dan Aykroyd, de John Bellucci. J'ai évoqué également Nancy Allen, qu'on verra plus tard dans la série des Robocop, dans le premier de Paul Verhoeven. Dans l'équipe de Dan Aykroyd, on a également Mickey Rourke dans son premier rôle. Et pour la petite anecdote également, l'un des personnages principaux est un général en fait de l'armée américaine, et Steven Spielberg a d'abord voulu confier ce rôle à Charlton Heston et John Wayne. Charlton Heston, c'est un peu plus obscur, mais John Wayne en tout cas lui aurait clairement rétorqué qu'il était de très mauvais ton de se moquer de l'armée américaine et évidemment de la Seconde Guerre mondiale.
Euh, et voilà, et il aurait apparemment incité Steven Spielberg à ne pas tout simplement faire ce film parce qu'il le considérait comme anti-patriotique. Mais pour continuer également dans l'anecdote et dans le côté un peu mégalomane de Steven Spielberg, il va jusqu'à se citer à plusieurs reprises. Il va carrément reconstruire, enfin reconstituer la première scène, la scène d'ouverture des Dents de la Mer, avec la même actrice, avec en lieu et place d'un requin le fameux sous-marin japonais. L'introduction également, la première scène en tout cas du personnage de John Bellucci, euh, voit en fait son personnage, donc de pilote de l'armée américaine, faire atterrir son avion en plein milieu, enfin dans une station de service, en fait dans le désert américain, station de service qui est celle du premier film de Steven Spielberg, donc de Duel. Pour la petite anecdote, donc ouais, on est vraiment sur un cinéaste complètement galvanisé par le succès de ses deux précédents films, qui va jusqu'à se citer lui-même, abuser complètement de moyens absolument colossaux, il va dépasser son budget, il va faire exploser aussi son calendrier de tournage, notamment à cause de l'utilisation de la Luma qui va redessiner en fait complètement son calendrier de production et le rallonger. Donc ça aboutit à un film complètement starbé, quoi, enfin, disons-le, hein, qui n'a absolument aucun sens, qui est vraiment sans queue ni tête, mais qui regorge de trouvailles de mise en scène absolument incroyables, quoi. Donc si vous aimez le Steven Spielberg, je pense de Indiana Jones, mais également celui de Tintin ou de Ready Player One, si vous aimez Steven Spielberg tout court, c'est vraiment un film à voir, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est un film où tu te dis enfin, et si Spielberg se lâchait, en fait? Imaginons si Spielberg se prenait une petite raille de coke et tournait son petit film des familles. Et ben ça donne ça, ça donne 1941. Foutraque, il sait pas quoi faire de ces personnages Ah, ça, tellement ils sont c'est... aussi foutraques, quoi. Mais c'est aussi une Mm. vraie représentation des choix qu'il fait, quoi. C'est que par la suite, c'est contrôle, contrôle, contrôle. C'est ça. Là, il a un John Belushi, il a un Dan Aykroyd, il a, il a des acteurs extraordinaires qui sont bons uniquement en roue libre. Tu ne peux Mm. pas. Et c'est pour ça qu'on va pas le reprendre avec des acteurs en roue libre. Il fera jamais de film avec un Eddie Murphy, il fera jamais de film avec un Jim Carrey, parce que ces mecs-là ont besoin de bobines, ils ont besoin de roue libre, quoi. Et Mm. là, c'est un réal qui est avec ces gens-là, où il faut les laisser tourner, il faut les laisser péter des câbles, parce que, en fin de compte, au moment T, t'as un truc extraordinaire. Est-ce que le moment T s'intègre dans un scénar? Pas clairement pas. Ah, t'as une scène qui est complètement absurde, enfin, une scène avec John Bellucci où il est seul dans son cockpit. Tu sens que le mec improvise complètement et fait n'importe quoi, quoi. Et cette scène, tu pourrais complètement la retirer du film, ça changerait absolument rien. Et voilà, quoi. Donc, ouais, non, je pense que le mec a vraiment laissé des espèces de fenêtres dans lesquelles ses acteurs pouvaient s'exprimer pleinement, mais au détriment de toute forme de vraisemblance, de cohérence. Mais on le reprendra pas, quoi. C'est le petit film de Spielberg où il fera deux petites merdes, on va dire, pour ma part, dans sa filmo, mais après, il fera plus ce genre de bordel, en tout cas. Non, non, c'est clair, bah, de toute façon, il a retenu la leçon, hein, comme tu disais. Son prochain film, du coup, ce sera Les Aventuriers de l'Arche perdue, sur lequel il va avoir un contrôle quasi total, une maîtrise en tout cas. Respect du budget, respect du temps de tournage. Il était même en avance sur le Mhm. calendrier de tournage, Ouais, tout si, à si je fait. dis pas de bêtises. Donc, euh, donc voilà quoi, hein, je pense que ça a été une expérience. D'après ce que j'ai eu, d'après mes recherches, il l'a quand même assez mal vécu. Ça a été un véritable rappel à l'ordre pour lui. Euh, et voilà, mais enfin, voilà, pour ceux qui, je pense, aiment ce genre d'humour, qui aiment le burlesque, qui aiment un peu cette culture, cette contre-culture, enfin, si le mot est un petit peu empoulé des années 70, c'est une vraie curiosité 1941, quoi. C'est un film unique en son genre, complètement foutraque.
mais avec de vrais morceaux de bravoure dedans, ça tu peux pas lui enlever, quoi. Ouais, il faut le voir. De toute façon, il faut le voir. Ah ouais, C'est ouais. un film qu'il faut voir parce que c'est un dieu. Spielberg reste un dieu et ça restera toujours un dieu. Mm, Un réalisateur extraordinaire qui a pété un peu un câble et qui a décidé de faire ce qu'il voulait, quoi. c'est ça. Et rien que pour ça vaut le coup. Et pour ses personnages, quoi. Merde, pour ses acteurs. Plus pour les acteurs que pour les personnages, j'ai envie de dire, mais Oui, voilà. oui, non, tout à fait d'accord. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Bah écoute, non, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur 1941. Donc, je te propose de passer à ton film de patrimoine, entre guillemets, Nico. Un patrimoine, un vrai patrimoine. J'ai parlé de Bad Boys 3, je m'en suis voulu parce que est-ce que ça mérite autant d'éclat? Non. Mais j'ai un polar qui pourrait presque, même si j'aime pas utiliser ce terme d'hard boil polar, je trouve on l'a trop utilisé, mais c'est Miami Vice, le film de Michael Mann. Ok. Alors pourquoi ce film? Parce que c'est Michael Mann et que c'est un dieu vivant et que c'est pour moi, clairement, et au-delà, moi je le mets dans mon petit trio de tête, tu vois. Il y a un Ok. petit Spielberg, je mets Michael Mann en deuxième, et en troisième, je mets... bravo Nico, bravo, le réalisateur de Shining, merci infiniment. Stanley Kubrick. Merci beaucoup Stanley Kubrick. Donc t'as dit qui dans ton trio? Donc t'as dit Stanley Kubrick, Michael Mann et la troisième. Et Spielberg. Ok. C'est mon trio parce que c'est au moment on a chacun une visualisation d'un réalisateur qui nous parle au moment T. Au moment T, pour moi, c'est un Michael Mann. Pourquoi? Pour son brio à explorer une idée de base de réalisation qui Mhm. s'appelle tout connement un plan, une idée. Et durant ma très 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 courte carrière de réalisateur, un de mes amis réal qui avait beaucoup plus de bouteilles que ça que moi quand j'ai commencé m'a exprimé juste un conseil. C'était tu ne tournes pas tant que tu n'as pas d'idée. Donc c'est un plan, une idée, Mhm. clairement, pour tout ce que tu fais. Après les génies, c'est un plan, une idée, un plan, un son, un plan, une musique. Mais restons pour un plan, une idée, parce que déjà, vu les merdes qu'on se tape en ce moment en VOD et en film, c'est déjà pas mal. Si les trois quarts des réals, c'est ça, c'est que ce serait extraordinaire. Mais donc, pourquoi Michael Mann? Parce que ça. Parce que c'est un réalisateur, c'est un peintre, c'est un virtuose, c'est un maître de musique, il est juste extraordinaire. Mhm. Bien sûr, tout le monde le connaît pour Hit. Bien entendu, la création du polar noir entre Friedkin et Michael Mann, je pense que ça se touche. Mais j'aurais toujours un petit clip sur Michael Mann pour ses essais. Il essaye et il essaye toujours. Peu importe où ça l'emmène, il essayera toujours d'aller un tout petit peu plus loin que la concurrence. Et Ok. c'est pour ça que je voulais parler de Miami Vice. Mhm. Parce que Miami Vice, ça part d'une série. C'est les deux flics à Miami. Si vous êtes aussi vieux que moi, vous le connaissez par TF1, qui diffusait cette série sur des flics infiltrés à Miami, sur des braquages, surtout. Voilà, c'est des flics infiltrés, quoi, aussi Mhm. con. Michael Mann à l'époque est consultant. Il est pas créatif. C'est pas lui qui a créé la série, mais c'est lui qui est consultant sur la série. C'est lui qui apporte sa touche. C'est lui qui apporte ses scénarios. Sa base même de la série, c'est lui. Et, Mhm. euh, et Miami Vice a eu un succès extraordinaire. De part aussi son côté, on va pas partir dans le politique, mais c'est aussi sur l'idée américaine. L'American Way of Life, c'est aussi un tout petit peu ça, sur un Miami Vice en plein essor, que ça soit sur son terme immobilier, mais tout ce qui est tout à fait lié à ça aussi, avec sa profusion de cocaïne, Oui. la cocaïne, comme on va retrouver maintenant Oui. dans Narcos, dans toutes ces séries qu'on voit et on intègre au système-là. Mhm. Miami Vice, c'est ça. C'est le flamboiement des États-Unis, ces couleurs qui peps,
ces nanas avec ces strings qui se baladent sur la plage, ce fluo, ces Ferrari blanches et sa coke, c'est Miami Vice. C'est comme ça qu'on l'a intégré en fait. Ah, C'est c'est clairement ça. le C'est des gros fantasme guns. le fantasme de la côte ouest américaine des années 80, quoi, en gros, ça. Clairement, et quand tu y penses, c'est toujours le cas, parce que je fais un petit appel à Bad Boys qui se passe aussi à Miami, et c'est ça, quoi. C'est la putain de Porsche ou la Ferrari, c'est que ça pète de tous les sens, il fait toujours beau, on se tape de la coke, on se tape un mojito, et on fusille, quoi, ma gueule. Donc c'est vraiment ça. Bon, à l'époque, il y avait un bon gros Don Johnson des familles que moi je connaissais plus dans Nash Bridges. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est assez marrante. Je vous la conseille. Qui était diffusée sur TF1 et après sur M6. C'est rigolo. Mais en gros, c'est ça. On part d'un principe où c'est la série, c'est les années 80. On est en fuchsia, on est en mode fuchsia et on dézingue tout ce qu'il faut. La série a un succès monstrueux. Et de là, 10, 15, 20 ans plus tard, t'as un studio qui se dit « Ah bah putain, ce serait cool qu'on retrouve notre petit pote Michael Mann pour qu'il nous fasse un film dédié sur la série. » Bonne ou Ok, mauvaise donc idée? c'est pas, c'est une initiative du studio. Le studio, c'est, si je ne m'abuse, c'est Universal, encore eux. Bah toujours, hein, toujours sur les bons coups. Exactement. Universal, le nez plein enfariné se dit ah bah grave, allons-y quoi. Et je pense que c'est la croisée des chemins. Mhm. On est dans un Universal qu'on connaît bien, toujours à l'affût du bon coup, qui a envie de faire du fric là où il n'y en a pas, ou peut-être qu'il y en a, et puis on y va. Ne connaissant pas forcément la filmo de Michael Mann, qui sort tout droit d'un Collatéral Dark as Way, avec un Jamie Foxx, un Tom Cruise, bon succès, mais enfin, il est extrêmement noir ce film. Il est glauque. On peut aussi dire Ali, Hit. Voilà, tous les films de Michael Mann sont burnés, ils sont durs, ils sont hard, ils sont réalistes. Ouais. Et donc là, tu te dis, ah bah merde, Universal, soit il a les couilles des coronesses, pour reprendre le terme Miami, les coronesses monstrueuses de filer un scénar pas terrible de Miami Vice, de deux cons en costard et Ferrari qui vont essayer d'intégrer la coke à Miami, un grand Michael Mann, ou soit ils n'ont jamais vu un film de ce mec-là, ils se disent oh bah attends, on sent le bon coup, c'est Michael Mann qui était derrière la série, moi je connais pas Miami Vice, mais vas-y, ça sent la thune. Et ben je crois que c'est ça qui s'est passé. D'accord. Clairement, les exécutifs n'ont jamais vu véritablement la série. Je pense qu'ils ont juste vu l'intérêt de la série, de ce qu'elle représentait. Donc Ouais. ce American Halfway, et ce Michael Mann qui a beaucoup de succès, qui arrive à gérer du Will Smith, du Jamie Foxx, du Tom Cruise, putain, mais c'est le réalisateur de demain. Ouais. Eh ben écoute, on te propose 163 millions de dollars pour faire un film. Eh ben alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh ben écoute, Michael Mann, il est pas con. Il se dit oui, monsieur, bah, y a pas de problème. Bien sûr, je chapeaute tout et bien sûr, je fais ma sauce. Bien sûr, monsieur Mann, pas de problème. Et donc, il devient ce film étrange. Je tiens à préciser que j'ai vu ce film en director's cut. Ok. J'ai jamais vu cette sortie en film, en version studio, parce que je suis pas allé au cinéma à l'époque, mais que j'ai vu en DVD, en director's cut directement. Mhm. Et je dois dire que c'est un film absolument extraordinaire. Ok. Peu de gens le connaissent parce que clairement, il a fait un four. Il a coûté une blinde monstrueuse. Je viens de le dire, c'est 163 millions de dollars. Ah, moi, je vois Euh, 135, mais on reste à peu près dans les mêmes eaux, quoi. Clairement, à cette époque-là, quand tu dépasses les 100 millions, c'est que bon, bah, t'es bien burné et tu peux y Ah aller. ouais, non, c'est sûr. Voilà. Pour ce qui est des anecdotes rigolotes, bah, clairement, c'est un film, c'est presque un film maudit pendant le tournage, quoi. Toute la pré-production s'est très bien passée parce que je pense clairement que c'est venu d'une idée de prod exé d'Universal qui voulait faire du fric. Donc ça s'est Mhm. très bien passé. Ok. Mais clairement, pendant le tournage, rapidement, Jamie Foxx est rentré dans le projet.
Michael Mann, le premier signé, bien entendu. Jamie Foxx, avec qui il a beaucoup tourné, notamment dans Ali et après dans Collateral, où il a le rôle principal aux côtés de Tom Cruise. Ouais. Mais très rapidement, Jamie Foxx a voulu s'approprier, ou du moins rentrer un peu plus dans le système de fonctionnement du film. Donc il s'est mis en prod exé, il est rentré dans la réécriture du scénario. Voilà. Il a vraiment voulu avoir un vrai rôle dans le film. Et on a demandé au fameux acteur de la série d'origine qu'est-ce qui pourrait suivre, qu'est-ce qui pourrait le remplacer dans le film. Et tout de suite, il a dit Colin Farrell. Et là, on sent très bien que Universal a beaucoup d'imagination et donc on prie Colin Farrell. Là, clairement, il arrive avec un pif de la taille d'un gros tracteur rempli de coke. Il est pas bien, quoi. Il est vraiment accro à la coke, il est accro à tout ce qui passe. Donc il accepte ce film-là. Clairement, sur le tournage, ça va clairement pas bien se passer. Michael Mann est connu pour son côté intraitable en fonction de ses acteurs. Il les contrôle. Il arrive à créer un jeu entre lui et son acteur de contrôle et de laisser aller. Sauf que quand tu as un acteur en roue libre totale à cause d'une dépendance, c'est juste plus possible. Donc clairement, le tournage s'est extrêmement mal passé. C'était là un peu l'avènement à l'époque de Internet. Donc on savait tout ce qui se passait sur un lieu de tournage. Évidemment. Et notamment que officiellement, Colin Farrell s'est retrouvé avec un arrêt cardiaque. Officieusement, il a fait une overdose. Ok. C'est con, il tournait à Miami. Bah oui, mais... Oui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais en gros, oui, il s'en est foutu plein de pif et ça se ressent dans plein de films, quoi. Mais outre les problématiques de tournage, notamment, ils sont chopés un ouragan pendant le tournage, ce qui a reporté les shots. Enfin voilà, il y a un dépassement de budget monstrueux. Je dirais que c'était... à l'époque, ça paraissait presque normal, où on avait des grands stars et on se disait presque qu'on allait avoir un bon film. Parce que des stars extraordinaires, des histoires de cocaïne. En plus, le film est tourné là-dessus. C'est génial, grandiose. Pourquoi ça marche pas en termes de public? Clairement, parce que le public était hypé par une idée de la série. Alors, encore une fois, j'étais un grand fan de la série. Et ce qui se rapportait le plus de la série, pour ma part, c'était le côté undercover, ce qu'on retrouvait jamais en fait à la télé. Ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'est-ce qu'on doit sacrifier, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir rentrer vraiment dans le milieu extrêmement fermé des malfrats, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Ouais. On avait cette idée du mec qui roulait avec sa Ferrari, mais c'était pas du tout ça à l'époque. C'était juste ce putain de générique avec ce Phil Collins. In the air tonight. Et c'était vraiment ça. Et quand tu poses la question à n'importe qui dans la rue, il va te dire ça. Il va te balancer la musique et l'imagerie très 80s de l'époque, quoi, avec ce fuchsia. Et je pense que c'est ça le réel problème du studio, c'est qu'ils ont vraiment pensé comme ça. Sauf que Michael Mann, mal de connaître, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment rentrer dans la psyché du personnage et se dire qu'est-ce que l'on ressent quand on est vraiment undercover, quand on donne tout pour sa mission. Et je pense que c'est ce qu'il a vraiment réussi dans le film. Et je pousse toutes les personnes qui ont un mauvais a priori sur le film, ou même un bon, peu importe, mais de regarder les 10 premières minutes de Miami Vice, qui commence sur de l'eau. Alors la caméra est underwater avec des images de vagues qui passent, alors c'est très beau. Et tout de suite, on passe sur une course-poursuite. Alors, c'est pas une course-poursuite, c'est une course en bateau qui, à l'époque, s'appelle les cigarette boats, qui sont utilisés par les smugglers de l'époque et encore maintenant pour traverser les... Tout à fait. Et c'est une course de bateau, tout bête, sur le port de Miami. Et on n'entend rien. Enfin, on entend le bateau qui frappe les vagues, un générique très sobre. Et on tombe tout de suite, on va directement dans l'action, où enfin on se rend compte que ces deux, le pilote et le copilote, sont nos protagonistes et qui sont en fait en mission.
Donc après la course, on les retrouve tout de suite au ponton. Et là, il y a une histoire d'écoute avec un troisième personne qui travaille réellement, qui essaie de s'incruster dans une histoire de... Alors, c'est pas très bien précisé, mais en gros, c'est un méchant qui vend des putes à de personnes. Et on est tout de suite dans l'action, quoi. On est vraiment où... alors, c'était très poétique dans le générique, et tout de suite, on y va. Tout de suite, on est donc dans l'action. Et c'est ça, quoi. C'est Michael Mann, on est plongé dans le truc. Il a essayé de nous la faire un peu avec ses bateaux pour essayer de reproduire peut-être un peu le générique, un peu les codes de la série, mais C'est d'une ça, manière parce très que froide, d'une manière très, très codifiée, très maîtrisée en fin de compte. donc on n'est pas du tout. C'est ça, genre de prendre. Parce que, bon, sans connaître, je connais pas du tout la série Miami Vice, à part pour les impondérables, en fait, quoi. Enfin, tu me dis Miami Vice, moi je pense tout de suite bon, bah, à la Californie et tout, au côté un peu années 80 et aux courses de hors-board. Et c'est vrai, donc là, donc, enfin, d'après ce que tu dis, tu as une vraie volonté de faire du neuf avec du vieux. Enfin, en tout cas, de retourner en fait les attentes des gens. Parce que ouais, t'as une scène de course-poursuite en hors-board, mais de manière très stylisée, enfin, avec le Michael Mann de Collatéral, quoi. Donc là, tout de suite, t'as une dichotomie, quoi. T'as un paradoxe. Tout à fait, mais en fait, ce qui est très drôle, ce que je ne trouve pas drôle en fait à la base, c'est que les gens qui vraiment connaissent Miami Vice, la série, c'est pas ça. Enfin, c'est pas lui qui se balade en Ferrari, il se balade 2 fois en Ferrari dans toute la série, quoi. C'est lui undercover qui a des vrais problèmes de comment gérer sa femme, ses enfants pendant qu'il est undercover, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas Orzac qu'on pourrait retrouver sur Netflix, mais presque, quoi. C'est pour trouver des thèmes de simili, ce serait presque ça. C'est pas du show-off, quoi. C'est pour ça que toute l'interprétation du film est sur une attente, comme Universal l'a été, ou comme le public pense que c'est une série Miami Vice. En fin de Ouais, compte, ouais, c'est des gens d'accord, qui ouais. n'ont pas connu la série qui se projettent. C'est une projection, en fait, tout C'est bêtement, ça, de ouais. ce que eux pensent être la série. D'accord. Et c'est ça que je suis un peu troublé sur le ressenti du film. C'est qu'en fait, bien sûr, il tourne les potards, mais clairement, parce on le connaît, c'est Michael Mann, c'est Hits, les gars. Enfin, clairement, c'est les truands. Comment tu vis une vie normale dans la peau d'un truand? Enfin, Michael Mann, c'est ça. Enfin, voilà, et quoi qu'on se le dise. Malgré sa filmo a défini bien d'autres choses, j'en suis bien conscient. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, Miami Vice nous fait découvrir une coke pas uniquement américaine. Je pense que c'est ça qui a joué. C'est que la coke, elle est globale. Comment elle se fait infiltrer? Quels sont les protagonistes? Elle vient d'où? Elle fait quoi? Elle passe par où pour venir chez nous? Et ça, il a magnifiquement bien montré. Euh, et c'est un film assez extraordinaire. Il dure 2 heures et demie, ce qui est bien trop long. On en est bien d'accord. Je pense qu'il aurait pu cutter son film de moitié, ça l'aurait fait. Mais c'est une vraie expérience, comme tout film de Michael Mann. Ça reste une Hmm. expérience. Arrêtons de penser qu'un film doit être comme ça. Non, c'est Michael Mann qui te dit que ça, c'est comme ça. Donc du coup, tu rentres dans ce principe-là. Je pense que c'est une vraie représentation de l'attente du spectateur. Le Hmm. spectateur s'attend à quelque chose, il est déçu. Mais le spectateur ne doit attendre à rien. C'est la surprise du réalisateur et de tout ce qui est autour de la production qui doit te surprendre. C'est ça. Et je pense que c'est une belle représentation aussi des derniers films qu'on a en ce moment avec les Marvel et tous les Avengers, quoi. Hmm. On s'adapte aux attentes des spectateurs, alors que ça devrait être totalement l'inverse. Alors, il y a le podcast de Stéroïde ou Capture Mag qui en parle assez bien dans son segment Michael Mann, que je recommande, qui est vraiment très très bien. Oui, Eux prennent le choix de faut Colin rendre. Farrell, C'est ça. Non, je t'interromps 2 secondes. Faut rendre quand même à César bien sûr. ce qui lui appartient. Genre, on est des auditeurs de nos ciné, de Capture Mag et tout. C'est un peu eux qui nous donnent envie aussi de faire ce genre de podcast, même si on prétend à aucun moment égaler les maîtres. Mais c'est vrai qu'ils viennent te parler de Michael Mann. Alors, ils ont parlé de Miami Vice un peu ou pas? Non? Ils en ont parlé, ouais, ils en ont parlé pendant 15-20 minutes, c'était intéressant et
Oui, oui, tout à fait. Il parle aussi des problèmes de tournage, de la vision de Michael Mann un peu brouillée. Ouais. Et c'est très intéressant. Il parle notamment de Colin Farrell. Et leur vision de Colin Farrell est aussi intéressante où j'ai l'impression. Il suggère le fait que Colin Farrell a été choisi pour son côté un peu débile, sudiste californien. Sur le fait, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est con, mais il n'est pas californien, il est anglais, Non, quoi. non, Mais bon, ça, c'est pas très c'est clair. grave. Hmm. Mais c'est vrai que la coupe mulet de Colin Farrell fait assez rire. Euh, euh, Quoi dire de ce film? C'est qu'il est beau, il est extraordinaire. Je pense que clairement, il allait au fin fond de sa lubie d'investigation sur comment un malfrat vit sa vie de malfrat à travers clairement un flic qui se doit d'infiltrer ce milieu-là. Donc je pense qu'il a fait le tour, clairement. Hmm. Et ça se ressent un peu. Nos ciné parlent aussi de sa relation d'amour, que je ne vais pas en parler parce qu'ils en parlent très très bien sur leur podcast. Donc je vous invite vraiment à les écouter. Je parlerai vraiment du fait que Michael Mann a tourné bien sûr en numérique tout le film. Et à cette époque-là, D'accord. c'était clairement pas nouveau. Enfin, c'était vraiment nouveau, excusez-moi. C'était vraiment quelque Ouais, chose ouais. d'extraordinaire. Il a essayé sur certains plans sur Ali. Et là, clairement, il tourne totalement en numérique après Collatéral et ça se ressent. C'est juste extraordinaire. D'accord. Je pense qu'on a cette idée de Michael Mann où il faut le laisser être une représentation être un triptyque de représentation de ville. Quand on pense Michael Mann, Los on Angeles. pourrait à tort penser, par exemple, Californie, quand il tourne un Collatéral, parce qu'il représente divinement bien la Californie avec ses lumières, avec cette manière de filmer, où tout le monde se sent seul et tout le monde est dans une sorte de nuage presque toxique dans cette ville-là. Là, il a eu les couilles de partir à droite et à gauche. Il a clairement tourné en République dominicaine, au Brésil, et il le fait magnifiquement bien. C'est un très bon film. Il faut vraiment le regarder. Il faut prendre son courage de demain parce que c'est pas facile à regarder, mais Mhm. il faut y aller parce que tous les plans sont extraordinaires. De toute façon, enfin, d'après ce que tu m'en dis, j'ai l'impression que c'est l'échec de ce film anticipe un petit peu ce qui va se passer dans les années à venir. Il faut rappeler que le film date de 2006 Ouais. et il anticipe en fait cette espèce de nostalgie, de vague de nostalgie des années 80 qu'on a aujourd'hui, euh, avec des Stranger Things, etc., mais qui ne retiennent en fait que les apparences des années 80 et pas véritablement le fond et la crasse qui va avec, quoi. Enfin, on est vraiment dans le fantasme et ce que Michael Mann a rejeté, d'après ce que tu me dis avec ce film, c'est justement le fantasme pour s'intéresser vraiment à la crasse, quoi, à ce qu'il y a au vrai truc, quoi. Tout à fait d'accord. Après, je sais que tu es un grand fan de Woman, donc on verra ça Wonder Woman 2, qui va se passer dans Je les années sais 80. absolument pas Donc. pourquoi tu dis ça. Je sais absolument pas. J'aime beaucoup Blue Monday, ça je le reconnais, mais Wonder Woman, un petit peu moins, quand même. Non, bah écoute, si t'as d'autres choses à rajouter sur Miami Vice ou pas? Qu'il faut le voir, peu importe qu'est-ce qui te prend pour aller le voir, mate-le. Mhm. Roule-toi un petit joanneau, prends-toi une petite bière et mate-le. Voilà, Ça clairement. marche. Il faut ce qu'il faut, parce que ça dure 2h30 et bon, c'est très long. Ok. Euh, depuis le début, quand même, on conseille des films pas forcément hyper faciles à regarder, bon, à part Invisible Man et je pense Bad Boys 3, mais ouais, Ça 1941 va. et Miami Vice, ouais. Il faut quand même les traverser, ces films. Mais il y a toujours des trucs hyper intéressants à Du voir derrière. caractère, quoi. Du caractère. Ce qu'on n'en a plus vraiment maintenant, quoi. C'est un vrai caractère. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, non, bah ouais, on peut conclure donc sur Miami Vice et lancer la troisième partie. Troisième partie, là, Let's c'est go! un peu le champ libre, comme je l'ai dit au début de l'émission. Donc moi, qu'est-ce que j'ai choisi pour cette troisième partie? Je le rappelle, j'aurais pu choisir un film, j'aurais pu choisir un bouquin, une bande dessinée, absolument tout ce que je veux. Moi, j'ai décidé de partir sur un jeu vidéo. C'est un petit peu un abus de langage de dire ça, mais c'est un jeu rétro. En tout cas, c'est à la base un jeu rétro.
mais qui a fait l'objet, pas d'un remake, mais d'une remise à neuf. Et ce jeu s'appelle The Secret of Monkey Island. Special Edition. Je rajoute le Special Edition parce que le jeu original a fait l'objet donc d'une Special Edition qui est sortie en 2009. Pour revenir un peu sur le développement du jeu original, donc c'est un jeu qui a été développé par LucasArts, à l'époque Lucasfilm Games, et qui est sorti en 1990, et développé et à la tête de son équipe, un certain Ron Gilbert. Ron Gilbert, en fait, qui est un grand nom du jeu vidéo, qui est surtout connu donc pour la série des Monkey Island, en tout cas les deux premiers, mais également pour d'autres jeux de LucasArts comme Maniac Mansion ou l'adaptation d'Indiana Jones 3, La Dernière Croisade. Quelques petites anecdotes en fait sur le développement du jeu. Donc Ron Gilbert en fait venait de sortir de Maniac Mansion et d'Indiana Jones 3. On est au tout début du jeu d'aventure et de ce qui va devenir ensuite ce qu'on appelle le point and click aujourd'hui. Donc, en fait, Ron Gilbert a envie de développer un nouveau jeu d'aventure, non pas basé sur de la fantasy, comme c'est souvent le cas à l'époque, ou de la science-fiction. Donc, comment sortir de la fantasy ou de la science-fiction? Il décide en fait de développer un jeu dans l'univers de la piraterie, qui est un univers qu'il affectionne tout particulièrement. Donc, il va s'inspirer des attractions de Disneyland, la fameuse attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland, mais aussi du roman de Tim Powers sorti en 86 qui s'appelle On Stranger Tides, qui est un roman de piraterie qui a inspiré énormément d'œuvres, dont Monkey Island et évidemment Pirates des Caraïbes un petit peu plus tard, mais également aussi des films de Errol Flynn, à qui il va pas mal, dont il va pas mal s'inspirer pour le développement de Monkey Island. Donc le développement commence, une équipe est créée pour développer Monkey Island, une équipe qui vont s'appeler les Scumlets, qui est en fait un nom dérivé du mot scum. Scum qui veut dire en gros ordure, voilà, voyou, connotation un peu péjorative, mais qui est également en fait un moteur de jeu créé pour les jeux d'aventure de LucasArts. Et Scum est également un mot qu'on va retrouver dans le jeu, notamment à travers le Scum Bar, qui est un bar de pirates dans lequel va véritablement commencer l'aventure. Donc, à quoi on joue lorsqu'on joue à Monkey Island? On joue à ce qu'on appellerait aujourd'hui un point and click, donc c'est-à-dire une série d'écrans plus ou moins fixes dans lequel on va être amené à interagir avec la souris, avec des éléments du décor. Le scénario, en quelques mots, on incarne un jeune homme appelé Guybrush Threepwood. Il y a une anecdote assez amusante en fait sur le nom du personnage qui s'appelle Guybrush. Pourquoi Guybrush qui a un nom qui n'existe pas? Tout simplement parce que lorsque l'équipe de développement a commencé à designer le personnage, celui-ci n'avait pas encore de nom. Donc les fichiers des développeurs pour le personnage s'appelaient uniquement Guy, genre gars. Et en fait, l'extension du fichier, c'était .brush. Et au fur et à mesure que le jeu avançait, personne n'arrivait vraiment à trouver de nom pour le personnage. Et tout simplement, en prenant un petit peu de recul sur leur travail, ils tombaient sur des fichiers qui s'appelaient guy.brush et ont décidé de créer le nom Guybrush, genre juste en lisant l'intitulé des fichiers qu'ils avaient sur leurs ordi, quoi. L'aventure commence en fait sur l'île de Melee, donc dans les Caraïbes, une île typiquement issue d'un roman de piraterie, donc peuplée de malfrats et de pirates en tout genre. Guybrush en fait a une seule idée en tête, un seul souhait, c'est de devenir lui aussi pirate. Qu'est-ce qu'il va faire pour devenir pirate? Il va commencer à explorer un petit peu cette île de Melee et va entrer donc dans ce scum bar et faire la connaissance du Conseil des pirates qui va lui demander de remplir 3 objectifs pour être reconnu comme pirate, quoi. Il doit retrouver une idole sur l'île, il doit retrouver un trésor caché également sur l'île et battre la Swordmaster, donc la maître épéiste de l'île de Melee. Une fois qu'il aura rempli donc ces 3 tâches, il sera reconnu officiellement comme pirate. Sauf que le contexte va un petit peu le rattraper. Ce qui se passe en fait, c'est que dans les eaux de l'île de Melee, rôde un fantôme, le fantôme d'un pirate prénommé LeChuck, qui hante les mers des Caraïbes, ce qui pousse en fait tous les autres pirates à rester à terre en fait, quoi. Au cours de sa quête pour devenir un pirate, Guybrush et donc le joueur vont être confrontés à ce LeChuck qui va les mener
sur Monkey Island pour essayer donc de percer le secret de Monkey Island et venir à bout de ce fantôme qui hante les mers des Caraïbes. Oh merde, on est en plein Pirates des Caraïbes, quoi. Exactement. Non, mais enfin, c'est assez, assez impressionnant de voir à quel point la série des Pirates des Caraïbes s'est inspirée de Monkey Island, qui s'est lui-même inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes de Disney. Tu vois. Donc, comment est-ce qu'on joue à The Secret of Monkey Island? Donc, comme j'ai dit, c'est un point and click. On évolue dans des illustrations vraiment magnifiques, en tout cas dans la version Special Edition. Mais ne serait-ce que dans la version originale, on pouvait ressentir un certain talent en fait dans les différentes illustrations. Donc voilà, on évolue vraiment dans des décors paradisiaques et en tout cas très chatoyants. Et le joueur va être amené en fait à résoudre quelques énigmes plus ou moins farfelues qui vont en fait amener Guybrush de l'état de Moussaillon, quoi. petit moussaillon au statut de pirate plus ou moins accompli. Je vous laisserai découvrir ça si jamais vous faites le jeu. Donc, pourquoi Monkey Island a acquis ce statut en fait de jeu, disons-le, hein, de jeu culte? C'est à la fois pour l'originalité de son gameplay, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a véritablement innové, enfin qui est vraiment à l'origine du point and click, entre autres. Il se distingue également par son univers et par son humour. C'est un humour qui est assez absurde. On pourrait facilement rapprocher des Monty Python, par exemple, mais également avec un côté un petit peu enfantin. Quand je parle d'absurde, voilà, une blague peut être tout simplement une blague avec un très fort sous-entendu. La blague suivante peut être un délire autour d'un mot que Ron Gilbert trouve juste rigolo, quoi. Genre, par exemple, il y a tout un gag autour du mot shish kebab. Pourquoi? Parce que Ron Gilbert trouve le mot shish kebab très rigolo. C'est vrai que C'est c'est tout. marrant. C'est vrai que c'est marrant et il le fait prononcer plein de fois par son personnage juste parce il aime bien cette sonorité et tout. Donc voilà, pour peu qu'on apprécie ce genre d'humour, les jeux de mots, etc. Je pense que vous pourrez complètement vous retrouver dans ce jeu. Et, euh, et si vous êtes adepte comment dire, d'énigmes un petit peu farfelues et de véritables défis, vous y retrouverez complètement aussi. Euh, les énigmes, ça aussi, entre de la réflexion pure, c'est-à-dire de la pure logique et vraiment un travail réel à faire en tant que joueur, un véritable effort de réflexion, et de l'absurdité absolument totale. Il y a certaines énigmes pour lesquelles vous allez vous creuser les méninges, mais je dirais pas pendant des heures, mais pendant vraiment pas mal de temps, alors que la solution, c'est même pas qu'elle se trouvait devant votre nez, c'est qu'il y avait absolument pas besoin de se creuser la tête en fait, quoi. C'est difficile c'est difficile d'en parler sans spoiler ou quoi que ce soit, mais tapez sur YouTube euh, Monkey Island noyade et vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Donc voilà, le jeu reste quand même très accessible. Les, euh, les, euh, les énigmes, bien qu'un petit peu compliquées parfois, peuvent complètement être résolues, et je pense par n'importe qui, à condition d'y mettre un petit peu de réflexion. Ce qui ne sera pas le cas, ou un petit peu moins, pour les suites en fait, de Monkey Island, parce que Monkey Island, c'est également une saga, une franchise, qui a connu 5 opus, mais seulement les 2 premiers ont été supervisés par Ron Gilbert. Donc on trouve vraiment une filiation entre le premier et le deuxième jeu, une cohérence en termes d'humour, en termes de ton. Je suis en train de faire le deuxième jeu de Monkey Island 2 à l'heure actuelle, et le reproche en fait qu'on peut lui faire, c'est pour les énigmes en tout cas, de privilégier vraiment l'absurde et le farfelu à la logique. C'est-à-dire que il y a quelques énigmes qui sont impossibles à traverser sans tricher, sans chercher de solution, tellement la solution est non-sensique et absurde, quoi. Alors ça reste complètement cohérent avec le ton général du jeu, avec son humour. En revanche, voilà, en tant que joueur, on peut éprouver une certaine frustration devant certaines énigmes.
Ne serait-ce que je conseille à tout le monde de faire ce premier jeu, même aux non-joueurs en fait, aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à des jeux vidéo. Ça ne demande pas de skill particulier. On n'est pas pressé par le temps. On peut vraiment prendre notre temps pour résoudre les énigmes. Et encore une fois, les personnages, enfin, l'écriture du jeu est absolument, absolument remarquable et l'humour est vraiment formidable. Je donne juste un petit exemple de l'humour de Monkey Island. Pour les combats à l'épée, le personnage est amené parfois à faire des combats à l'épée, sauf qu'on n'est pas dans un jeu en temps réel. Donc, comment rendre palpitant un combat à l'épée dans un point and click? Ben, c'est tout simple, l'idée provient des films d'Errol Flynn. Après chaque joute à l'épée, les deux personnages sont amenés à se provoquer, en fait, et suivant la provocation de l'un et la réponse de l'autre, bah, le combat va pencher d'un côté ou de l'autre, en fait. Je sais pas. C'est ça qui est formidable. Donc, tu te bats à l'épée, et là, le jeu te demande de balancer une réplique cinglante. Tu vas balancer ta réplique cinglante et suivant si le type répond bien ou mal, eh bien tu vas garder ou perdre l'avantage sur le combat. Mine de rien, c'est une très très bonne idée qui fonctionne très 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 bien dans le jeu et ça a été une véritable découverte pour moi. Et si vous avez l'occasion de faire ce jeu aussi, foncez. Il est disponible sur n'importe quelle plateforme sur PC et à 1,50 € sur des sites que je ne mentionnerai pas. Bah, écoute, moi j'ai envie de conclure là-dessus. Je vais peut-être te laisser Nico présenter ce que tu as choisi comme dernière œuvre. Bah, le Last, tu m'as demandé un troisième choix, plus vidéoludique, hein, tu me l'as dit clairement, hein, donc Ah, je voilà. t'ai dit vidéo. Ce sera Ah oui, oui, vidéoludique. tu m'as dit, mais la prochaine fois, je trouverai autre chose, même si je vais être vidéoludique, parce que pour la prochaine fois, mais là, je le suis clairement, c'est les Chroniques de Riddick, Escape from Butcher Bay, qui est qui est sorti en 2004. Et c'est une vraie petite tuerie parce que, bah, je sais pas, toi comme moi, on aime bien Pitch Black, quoi. Mm. David, oui, c'est vrai que c'est pas mal, c'est un réel intéressant et surtout l'investissement de Vin Diesel, quoi. Je vous rappelle, c'est Vin Diesel qui a fait à l'époque Soldat Ryan, il faisait de faire Fast and Furious. Donc c'est un mec qui compte un peu dans le game, il a de bons succès. Et là, il se dit, putain, et il a un flair. Je suis pas un grand fan de Vin Diesel, mais de cette période-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a un vrai flair. Il se dit, putain, les jeux vidéo. Et Ah, il met un peu de fric dans une boîte de jeux vidéo qui va être rachetée plus tard par Vivendi. Donc bon flair, hein, le baboulinet, très cool. Et du coup, il se dit, putain, quelle meilleure suite que Pitch Black, ce serait par jeu vidéo. Et là, il nous sort un Chronique des Riddick, Escape from Butcher Bay, disponible à l'époque sur Xbox. Et après, plus tard sur PC, moi j'avais sur Xbox. Et comment dire, bah, en fait, c'est pas une suite parce que c'est un préquel de Pitch Black. C'est ok. Pitch Black commence dans un vaisseau où Vin Diesel est emprisonné pour être emmené dans une prison. Et ben en fait, c'est ce qui se passe, c'est avant. En fait, le jeu vidéo, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant ça. D'accord. Du coup, on a des voix de dingue. C'est qu'on a Vin Diesel, bah, qui est bien sûr producteur. Il y a de la motion capture, donc on en joue Monsieur Baboulinet, ce qui est assez extraordinaire. Mais aussi, on a la voix de Ron Perlman. Et là, je veux un petit cri de jouissance de la part de Raph, Ron Perlman. Oui. Oui, Vous avez on un a cri Exhibit. intérieur. On a Exhibit. Et on a aussi Cole Hauser. Je crois que je suis en train de tuer son pauvre nom, cet acteur-là, mais en fait, c'est l'acteur qui joue le responsable de Riddick dans Pitch Black, donc il reprend son propre rôle. Et en gros, c'est ce mec-là qui capture enfin Riddick, qui l'emmène dans une prison. Et tout d'un coup, tu es dans un FPS où tu joues Riddick. Tu t'es pris dans cette planète un peu à la Alien 3 où bah, tu peux pas sortir. C'est voilà, une planète prison où Ok. tu dois vraiment sortir de là. Première mission, tout apparemment ça se passe plutôt bien.
t'es ridicule, tu sens que t'es vraiment un peu meilleur que tout le monde et que tu peux te parer sans aucun vrai problème. Tu vois pas vraiment la prison. T'es dans des couloirs, t'avances petit à petit. Et là, fin de première mission qui se passe dans les 5 minutes, quoi. Mm. Et là, t'approches du vaisseau, tu te fais taser et pam, t'es un vrai prisonnier dans une prison. Donc clairement, t'es dans Prison Break, mais tu joues baboulinet avec des putains de pouvoirs de dingue et putain, t'as des muscles de dingue, quoi. Ça Donc en vient d'où gros, ça vient d'où Baboulinet? baboulinet, ça vient de merde, putain, de Mosinor, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Bah oui, baboulinet, Mosinor. Oui. Et, Ça marche. et là, clairement, le jeu est extraordinaire parce que pour moi, c'est le vrai cross-média, quoi. C'est utiliser un acteur qui se donne à fond dans son rôle, qui a envie de le voir développer. La motion capture du personnage est extraordinaire parce que tu vois à travers ses ombres, à travers sa façon de bouger, que c'est Vin Diesel. Il a ce côté un peu chaloupé, il a ce côté un peu bête, qui marche dans les couloirs, qui essaie de trouver des solutions pour pouvoir se barrer de cette prison. Tu découvres aussi comment il a accès à ses pouvoirs. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans Pitchback, voilà, il arrive à voir dans le noir, et il a Mhm. ses yeux, et c'est extraordinaire. Du coup, tu peux comprendre comment il a reçu. Donc, ça se passe dans ce jeu-là. Ouais. Et c'est vraiment cross-média, quoi. Enfin, c'est vraiment les débuts du vrai cross-média entre jeux vidéo et films. Et la réalisation est vraiment top parce que c'est un mix entre Metal Gear, parce que en gros, tu peux faire tout le jeu en mode bourrin, mais je te le recommande pas parce que c'est un jeu assez dur en fin de compte. Et en fait, on te Ah, pousse à être le plus invisible possible, à rester dans l'ombre, à utiliser tes pouvoirs de vision nocturne pour pouvoir te faire un petit chemin. bah Et c'est donc, ouais, ça marche de vraiment bien, quoi. l'infiltration, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Et ça marche divinement bien. C'est une petite tuerie. Mhm. Ça dure 8 heures, enfin, 8 heures de jeu en facile moyen. Et la réal est vraiment magnifique. Et tu te rends vraiment compte que plutôt que me taper un chronique d'érotique vraiment très mauvais de David Towie, j'aurais préféré voir un Escape from Butcher Bay. Du jeu vidéo, quoi. En fait, je l'ai eu et j'en suis très content parce que j'ai vécu des choses plus intéressantes. J'ai pu avoir un vrai affect par rapport à Vin Diesel Mhm. et il utilise divinement bien les ressources de l'époque. Ouais. C'est vraiment un style un peu Half-Life-like où D'accord. tu dois, je sais pas, quand tu essaies de recharger ta vie, tu appuies sur une borne dans le mur. Là, c'est des Exactement, pics ouais. qui rentrent. Ouais, là, c'est vraiment des pics qui te rentrent dans le cou et qui te redonnent de la vie, quoi. Et là, c'est animal, c'est dur, c'est top, quoi. T'as pas de faux dans ce jeu vidéo. Il est vraiment top. Ils ont divinement bien compris le rôle. C'est au max, quoi. Enfin, c'est très bien de sa part d'être lancé dans cette aventure-là, qui est vraiment pas évidente. Je suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup d'argent. Il voulait juste poursuivre sa vraie passion pour le rôle. Et tant mieux. J'espère qu'il va continuer dans ce système-là. Un peu plus tard, il a lancé Wheelman, qui était vraiment pas terrible, une sorte de Fast and Furious Driven-like. Je sais pas si tu te rappelles de jeu vidéo Driver, où tu étais un Willman, tu dis? infiltré. Ouais, Attends. le jeu vidéo s'appelle Wheelman. Et pareil, le même Ok. motion capture sur Vin Diesel, où en fait c'est un driver, quoi, à l'époque où tu devais infiltrer un gang de voleurs de voitures. C'est un peu le Mhm. même système, mais c'était vraiment moins bien, parce que moins bien réfléchi en termes de scénar, et t'étais moins dedans, parce que bien sûr, tout était posé dans le film, quoi. Ah bah, Donc le évidemment. film est vraiment top, enfin vraiment le jeu vidéo est top, Ouais. et je le conseille au top, ma gueule. Ah, grave, écoute, ouais, non, mais tel que tu le décris, enfin, en plus, c'est le côté, enfin, action infiltration, c'est vraiment un truc qui, euh, qui m'attire. Et puis le côté cross-média, c'est vrai que c'est assez rare les jeux dérivés, parce que j'imagine que c'est
le jeu est quand même un produit dérivé du film Les Chroniques de Riddick. Enfin, je pense qu'il a accompagné en tout cas la sortie du deuxième film. Exactement, la même année, à vrai dire. Ouais, et genre des jeux comme ça qui s'inscrivent dans le canon du film et qui essaient d'apporter autre chose, quoi. C'est assez rare et en plus si ça s'inspire de bons trucs et que ça parvient à être bon, ouais, c'est quelque chose d'assez rare, quoi. Et j'avoue que j'ai un vrai penchant. Enfin, toi comme moi, on se connaît, mais tu sais, les films prison, comment échapper à la Mm. prison, comment quitter la prison. Enfin, c'est top. Ouais. Il y a pas de jeu là-dessus, quoi. Clairement, quand tu fais des recherches, il n'y a pas de jeu comme dire, vas-y, un Prison Break, quoi. Enfin, c'est con, mais C'est ils ont vrai fait le jeu que vidéo Prison Break. Mais il est nul à chier, il est catastrophique. Et là, ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Tu es en prison, tu as des interactions avec tes co-détenus et tu es obligé de jouer. Soit tu dois défoncer la gueule d'un mec pour te faire respecter. Et c'est top! Enfin, putain, c'est hyper cinématographique et c'est magnifique. C'est génial de proposer ça en mode vidéoludique, quoi. ah ouais, c'est sûr, c'est vrai que à y réfléchir un peu plus avant, je vois pas forcément d'exemples de jeux comme ça où tu dois t'échapper. Il y en a certainement, hein. On n'a pas, on a une petite culture vidéoludique, mais c'est pas non plus la plus exhaustive de toutes. Donc il y a certainement des jeux qui proposent ça, mais c'est vrai que ça, a priori comme ça a l'air assez rare. Et non, ouais, enfin, écoute, si je vais voir s'il est dispo ou quoi sur Steam ou ne serait-ce qu'en Alors, émulateur malheureusement, il n'est pas dispo sur Steam, il est dispo sur PC, tu peux l'acheter. Donc, parce qu'ils ont Ah, sorti super. une suite qui s'appelle Dark Fury, qui est pas terrible, mais qui Mhm. a eu la bonne idée, en gros, de reproposer Butcher Bay en version upgradée pour le PC, donc Ah, avec des graphismes top de l'époque, ok. et avec une suite. Donc, du coup, vraiment bien, et on peut le choper en craqué, vous pouvez le télécharger sur Internet sans problème, je pense. Mais pas sur Steam. Et- Bah, écoute, je propose qu'on reste, qu'on essaie de se maintenir dans le cadre de la légalité, même si on se fait pas d'illusions. Voilà quoi. C'est vrai. Tu, tu, ouais. Mais Bad Boys 3, tu pourras pas le mater sur Netflix, donc télécharge-le. Ah, bah, on va voir. Écoute, peut-être, enfin, faut voir, hein, parce que tu sais, j'ai regardé pour Invisible Man et tu peux le regarder sur YouTube par exemple. Non, oh merde. Ah bah putain, Ouais, ça va enfin, vite. en payant, hein. En Ah payant, hein. d'accord, ah oui, oui, ok, Et de manière complètement légale, quoi. Donc, d'accord. c'est accessible. Donc, c'était ouais, Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Fuck Bah, yeah. écoute, ouais, 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 grave, moi, ça me donne grave envie. Plus justement, le côté un petit peu infiltration. Là, en ce moment, je suis sur Star Wars Jedi Fallen Order, dont je vous parlerai Oh. très certainement, peut-être un petit peu plus tard. Et c'est justement quelque chose qui me manque un petit peu dans ce jeu, c'est le côté infiltration, juste ne serait-ce que de pouvoir se faufiler derrière les ennemis pour les prendre par surprise et tac. Un petit côté un peu plus Assassin's Creed comme ça, c'est vrai que ça aurait été bienvenu. C'est pas, Ouais. mais ça n'est pas le cas. On connaît Donc, ton goût pour prendre les gens par derrière. ouais, exactement, tu me connais. Voilà, bah écoute, moi je te propose qu'on arrête l'émission sur cette note de légèreté, hein. Tout à fait. Je pense que c'est déjà un beau bébé, quoi. Moi, je vous salue, hein, et on espère vous revoir pour un deuxième épisode. Et puis, bon, bah, à très vite, et bon courage pour ce confinement, et amusez-vous, quoi. Ouais, amusez-vous, regardez des films, jouez aux jeux vidéo, profitez-en. Exactement. Bah, allez, bye tout le monde, ciao. À toutes.